La villa d'Ukoyi. Ikoyi, banlieue huppée de Lagos, est réputée pour ses villas monumentales qui s'élèvent derrière des portails de fer forgé et des jardins hauts et taillés avec une précision militaire. Parmi elles, une demeure dominait toutes les autres, tant par son faste que par l'aura de mystère qui l'entourait. On l'appelait simplement la villa d'Ikoyi. Peu de gens y avaient réellement pénétré, mais tous en connaissaient la silhouette, une façade de marbre blanc qui captait la lumière du soleil couchant comme un miroir sacré, des colonnes immenses rappelant les palais antiques, et un portail orné de dorures si étincelantes qu'il semblait appartenir à un royaume hors du temps. De loin, la villa inspirait l'admiration. De près, elle imposait le silence. À l'intérieur, le marbre poli s'étendait du hall principal jusqu'au moindre couloir. Des lustres de cristal descendaient du plafond comme des cascades figées dans le temps. Les escaliers, larges et majestueux, semblaient conçus pour accueillir les pas de souverains. Chaque pièce était décorée avec une rigueur presque théâtrale, tableaux de maître au mur, tapis persans aux motifs complexes, fauteuils taillés dans le cuir le plus fin. Pourtant, derrière ce décor éclatant se dissimulait une impression étrange, trop parfait, trop figé, comme si la beauté servait à masquer une blessure invisible. La villa n'était pas seulement une maison, elle était une forteresse. Les gardes patrouillaient nuit et jour, les caméras surveillaient chaque recoin du jardin, et les lourdes portes blindées donnaient l'impression qu'entrer relevait du privilège, et sortir d'un triomphe. De l'extérieur, on murmurait que ce niveau de sécurité dépassait la simple précaution, certains parlaient d'ennemis puissants, d'autres d'histoires interdites que les murs eux-mêmes refusaient de révéler. Le salon principal, vaste comme une salle de réception, accueillait rarement plus de quelques invités choisis. Pourtant, chaque détail y respirait l'opulence, une cheminée massive où brûlaient des bûches parfumées, des rideaux de velours sombre qui absorbaient la lumière, et un piano à queue immaculée dont personne ne se souvenait avoir entendu les notes résonner. Dans cet espace conçu pour impressionner, flottait une atmosphère pesante, presque solennelle. Comme si le luxe n'était pas là pour réjouir, mais pour intimider. À l'étage, les chambres donnaient sur un balcon qui surplombait Lagos. La vue embrassait la lagune, les immeubles modernes du centre et les routes saturées de voitures, mais depuis la villa, ce tumulte semblait appartenir à un autre monde. Ici, tout respirait la distance, distance avec le peuple, avec le chaos, et peut-être même avec la réalité. Dans cette bulle isolée, les habitants de la maison vivaient entourés d'objets précieux, mais coupés de la simplicité des gestes humains. Les couloirs, eux, semblaient interminables, comme s'ils menaient à des pièces invisibles. Parfois, les domestiques affirmaient entendre des bruits étranges, une porte qui se refermait seule, un éclat de voix aussitôt étouffé, un pas discret là où nul n'était censé marcher. La villa n'était pas seulement un lieu de richesse, elle était un théâtre de murmures, un espace où les secrets circulaient dans les murs autant que l'air conditionné. Au cœur de ce décor étincelant, se préparait une histoire que nul ne pouvait prévoir. Car si la villa d'Ikoyi semblait être un sanctuaire, elle était surtout une prison dorée pour ceux qui y vivaient. Derrière les marbres polis et les dorures, quelque chose s'agitait, une vérité dissimulée sous des couches de silence et de faste. Une demeure peut être belle, mais elle ne protège pas toujours de ce qu'elle renferme. Et cette nuit-là, dans les profondeurs de la villa, une ombre s'étendait déjà, prête à bouleverser tout ce que l'opulence cherchait à dissimuler point les visages derrière les murs. Derrière les hautes portes sculptées de la villa d'Ikoyi, la vie s'organisait autour de quelques figures que l'on apercevait rarement à l'extérieur. Le maître des lieux, Alhaji Karim, milliardaire connu autant pour sa fortune colossale que pour son silence, en était l'âme invisible. On ne le voyait presque jamais dans les mondanités. Il fuyait les soirées, refusait les interviews, et laissait à d'autres le soin de faire briller son nom dans les journaux. Ceux qui avaient eu le privilège de le rencontrer en privé le décrivaient comme un homme d'une sobriété déroutante, vêtu de boubou simple, la voix basse, les yeux d'un noir perçant qui donnaient l'impression qu'il voyait toujours plus loin que vous. À ses côtés vivait son épouse, Aminata. Belle, élégante, mais marquée par une tristesse que ni les bijoux ni les tissus rares ne pouvaient effacer. Ses pas glissaient dans les couloirs comme une ombre, son sourire s'allumait et s'éteignait comme une flamme fragile. On murmurait qu'elle avait tout sacrifié pour son mariage, sa carrière, sa jeunesse, ses rêves. À la place, elle avait gagné une cage dorée, étincelante mais étouffante. Les domestiques savaient que derrière sa douceur apparente se cachait une colère muette, une révolte contenue qu'elle n'osait jamais laisser éclater. Il y avait aussi la fille du couple, Zara, jeune femme au regard insaisissable. Elle avait grandi au milieu des miroirs, des salons d'apparat et des dîners officiels, mais son cœur battait ailleurs. Rebelle en secret,
Elle passait des heures à dessiner dans un carnet qu'elle cachait sous son lit, comme si chaque trait était une fissure dans l'ordre imposé par la maison. Elle rêvait de partir, de s'échapper de l'étreinte silencieuse de la villa, mais quelque chose ou quelqu'un semblait toujours la retenir. Les domestiques formaient une petite armée invisible. Chacun connaissait son rôle à la seconde près. Lever les rideaux à 6 heures, disposer les couverts dans la salle à manger à 7 heures, vérifier la température des pièces avant l'arrivée du maître. Parmi eux, un jeune homme, Samuel, se distinguait. Discret, attentif, il observait plus qu'il ne parlait. Ses yeux captaient les détails que les autres ignoraient, une lettre oubliée sur un bureau, une conversation surprise au détour d'un couloir, un regard échangé trop vite entre deux personnes. Samuel savait que dans cette maison, l'information valait plus que l'or. Car ce que la villa cachait, c'était moins ses richesses que ses tensions. Entre Karim et Aminata, un silence s'était installé depuis des années, plus lourd que n'importe quelle dispute. Entre Aminata et Zara, il y avait des élans d'amour brisés par des colères soudaines, comme deux cœurs en lutte. Et autour d'eux, les domestiques vivaient dans la peur de dire un mot de trop, de voir leur curiosité punie d'un renvoi brutal. Le soir, lorsque les grandes portes se refermaient et que la villa se couvrait d'ombre, ces tensions prenaient une autre forme. On entendait parfois des éclats de voix derrière les murs épais, étouffés mais reconnaissables. On croisait Aminata seule dans les jardins, parlant à voix basse comme si elle se confiait à une présence invisible. Et Zara, enfermée dans sa chambre, griffonnait frénétiquement, comme si ses dessins étaient sa seule manière de ne pas perdre la raison. Karim, lui, restait impénétrable. Mais derrière ses yeux noirs, il portait un secret trop lourd, un secret que la villa semblait protéger autant qu'elle l'emprisonnait. Ce soir-là, alors que les lustres s'éteignaient un à un, Samuel vit quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir, une porte dérobée, dans l'aile ouest, entr'ouverte. Derrière, un escalier descendait dans l'obscurité. Il hésita. Son instinct lui soufflait que c'était là que se cachaient les véritables fantômes de la maison. Mais franchir ce seuil, c'était risquer de découvrir ce que d'autres avaient tout fait pour dissimuler. Et dans la villa d'Ikoyi, il était des secrets qu'il valait mieux ne jamais réveiller point l'escalier de l'aile ouest. Le soir s'était alourdi sur Ikoyi. La villa, d'ordinaire vibrante d'activité, semblait figée dans un silence inhabituel. Les domestiques s'étaient retirés dans leur quartier, les couloirs baignaient dans la pénombre, et seuls les murmures du vent glissaient contre les hautes fenêtres. Samuel, resté éveillé plus tard que d'habitude, ressentait une tension étrange dans l'air, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Ce fut alors qu'il aperçut, au détour du couloir de l'aile ouest, une porte dérobée qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Elle était entr'ouverte, presque imperceptiblement, comme si quelqu'un l'avait refermée à la hâte ou qu'elle refusait d'obéir à son verrou. De cette fente s'échappait un souffle d'air humide et froid, contraste saisissant avec la chaleur des couloirs. Le cœur battant, Samuel s'approcha. Ses pas résonnaient doucement sur le marbre, mais dans ce silence, chaque bruit semblait une trahison. Il hésita, craignant que l'on surgisse derrière lui, puis posa la main sur la poignée de fer forgé. Le métal glacé lui arracha un frisson. Sans réfléchir davantage, il poussa la porte. Devant lui s'ouvrit un escalier étroit, taillé dans une pierre sombre, qui descendait vers les entrailles de la villa. L'air y était plus lourd, chargé d'une odeur de renfermé mêlée à quelque chose d'indéfinissable, un parfum d'encens brûlé il y a longtemps, peut-être. Une torche électrique fixée au mur diffusait une lumière faible, à peine suffisante pour éclairer les premiers marches. Samuel inspira profondément. Tout en lui criait de rebrousser chemin, mais sa curiosité l'emportait. Depuis son arrivée dans cette maison, il avait toujours senti que le vrai pouvoir des lieux se cachait loin des dorures. Et cet escalier, sombre et interdit, semblait mener droit vers ce que tous redoutaient mais que personne n'osait nommer. Il entama la descente. Chaque marche grinçait sous son poids, comme si elle protestait contre cette intrusion. Plus il s'enfonçait, plus la lumière de la villa s'éloignait derrière lui, remplacée par l'ombre et le silence. Seul le battement rapide de son cœur résonnait à ses oreilles. Après une dizaine de mètres, il arriva devant un couloir voûté. Les murs, recouverts de carreaux anciens, portaient des traces d'humidité. L'endroit semblait abandonné depuis des années, mais l'ordre des objets démentait cette impression. Une table était dressée, recouverte de livres ouverts, de chandeliers éteints, et d'étranges symboles gravés à même le bois. Samuel s'approcha et passa la main sur les pages jaunies, c'étaient de vieux registres, des noms, des chiffres, des transactions notées avec une précision glaciale. Un bruit soudain le fit sursauter. Un souffle. Pas le sien.
Il leva la tête, scrutant l'obscurité du couloir. Rien ne bougeait, mais il savait qu'il n'était plus seul. Ses mains tremblaient, mais il n'osait reculer. Comme aimanté, il continua d'avancer. Au bout du couloir, une lourde porte de bois sculpté se dressait, frappée d'un symbole étrange qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une marque circulaire, entremêlée de lignes et de formes qui semblaient bouger à la lueur tremblante de sa torche. Samuel tendit la main. Le bois vibra légèrement sous ses doigts, comme si la porte respirait. Il voulut l'ouvrir, mais une voix s'éleva derrière lui. Un murmure sec, impérieux. « Tu ne devrais pas être ici. » Il se retourna d'un bond, le souffle court. Dans la pénombre, il distingua une silhouette. Haute, immobile, les yeux brillants comme deux flammes dans l'obscurité. Samuel comprit trop tard qu'il avait franchi une limite invisible. L'aile ouest n'était pas seulement un recoin oublié de la villa. C'était le seuil d'un monde interdit. Et désormais, il n'y avait plus de retour possible. La silhouette aux yeux de braise. Samuel resta figé. Son souffle se coinça dans sa gorge tandis que la silhouette avançait d'un pas lent. Les yeux de l'inconnu brillaient comme deux braises ardentes, projetant dans l'obscurité une lueur irréelle. Chaque pas résonnait dans le couloir comme un coup de marteau sur une enclume invisible. « Qui est là » demanda Samuel d'une voix tremblante, à peine plus qu'un murmure. La silhouette ne répondit pas immédiatement. Elle s'arrêta à quelques mètres, à la limite de la lumière. On distinguait maintenant la forme d'un homme vêtu d'un long manteau sombre, presque une toge, dont les plis tombaient jusqu'au sol. Son visage restait dans l'ombre, mais ses yeux incandescents semblaient sonder directement l'âme de Samuel. « Tu n'aurais jamais dû franchir ces marches, » dit-il enfin. La voix était grave, rauque, presque animale. Samuel recula instinctivement, mais son dos heurta la porte sculptée derrière lui. La marque circulaire gravée dans le bois vibra comme si elle répondait à la présence de l'homme. « Qu'y a-t-il derrière cette porte » osa demander Samuel, malgré la peur qui lui glaçait le sang. Un silence s'installa. Puis la silhouette s'approcha encore. Dans la faible lumière, Samuel distingua enfin un visage marqué par l'âge, ridé, mais animé d'une intensité effrayante. Les yeux de braise étaient réels, une flamme minuscule semblait brûler dans ses pupilles. « Derrière cette porte, » répondit-il lentement, « se trouvent les vérités que même ton maître ne peut affronter sans trembler. » Samuel sentit son cœur battre contre sa poitrine comme un tambour de guerre. Était-ce un serviteur ancien? Un gardien? Ou autre chose encore, quelque chose d'inexplicable? La silhouette leva la main et la posa contre le bois sculpté. Le symbole circulaire s'illumina faiblement, comme si le contact réveillait une énergie enfouie. Des chuchotements s'élevèrent aussitôt dans le couloir, indistincts, mais assez clairs pour glacer Samuel, des voix humaines, en écho, comme si une foule invisible parlait à travers les murs. « Ce lieu, dit l'homme, est le cœur de la villa. C'est ici que s'entrelacent la gloire et la malédiction. Tu as vu les registres? Ces noms, ces chiffres? Ils ne sont pas seulement la trace d'affaires passées. Ils sont le prix payé. Chaque pierre de cette maison a été cimentée par un pacte. » Samuel recula, effrayé. Un pacte? Les murmures prenaient de l'ampleur, résonnant dans ses oreilles comme une tempête souterraine. Il chercha à parler, mais sa voix se brisa. « Pourquoi me montrez-vous cela » réussit-il à balbutier. Le vieil homme le fixa longuement. Ses yeux flamboyants semblèrent vaciller un instant, comme une flamme menacée par le vent. « Parce que tu as été choisi. Tu as franchi le seuil. Tu as vu ce qui ne devait pas être vu. Alors, tu devras décider. Fermer les yeux et servir comme si rien n'existait, ou ouvrir la porte, et porter ce fardeau jusqu'à ta dernière heure. » Un silence oppressant suivit ces paroles. Samuel, pétrifié, sentit la sueur couler le long de son dos. La porte derrière lui semblait pulser comme un cœur vivant. Puis, soudain, la silhouette recula, se fondant à nouveau dans l'ombre. Ses yeux de braise disparurent, ne laissant derrière eux qu'un vide encore plus terrifiant. Les murmures cessèrent. Le couloir redevint silencieux. Samuel, seul, vacilla. Tout en lui criait de s'enfuir, mais ses jambes refusaient d'obéir. Il resta là, collé à la porte, le souffle court, sachant que la villa d'Ikoyi venait de dévoiler son premier masque. Et qu'il n'avait encore rien vu du véritable secret qui s'y tapissait. Les murmures du bois. La nuit était tombée sur Ikoyi, enveloppant la villa dans une chape de silence.
Pourtant, Samuel n'arrivait pas à trouver le sommeil. Étendu sur sa couche modeste dans les quartiers des domestiques, il fixait le plafond, le cœur battant trop vite. Les images de l'escalier, des registres, et surtout de la silhouette aux yeux de braise revenaient sans cesse. Plus il tentait de chasser ses souvenirs, plus il s'imposait avec force. Il se redressa, trempé de sueur. Une sensation persistait dans sa poitrine, comme une main invisible pressée contre son cœur. Et dans son esprit, une rumeur ténue s'insinuait, un appel, fragile d'abord, presque un souffle, puis plus clair, plus insistant. Samuel ? Il bondit sur ses pieds, regardant autour de lui. Ses camarades domestiques dormaient paisiblement, nul ne semblait entendre quoi que ce soit. Mais la voix, elle, résonnait en lui. Elle l'appelait, encore et encore, comme un fil invisible tirant son âme. Incapable de résister, il sortit en silence. Ses pas glissèrent dans les couloirs vides, éclairés seulement par quelques veilleuses qui diffusaient une lueur dorée. L'air y était plus lourd que d'ordinaire, comme saturé de secrets. Samuel avançait mécaniquement, guidé par ce murmure qui devenait de plus en plus précis. Il arriva bientôt devant la fameuse porte de l'aile ouest. Elle semblait l'attendre. Les symboles gravés dans le bois pulsaient doucement, comme s'ils respiraient dans la pénombre. Samuel sentit ses jambes trembler, mais il ne pouvait pas reculer. Le murmure s'était transformé en chœur. Des dizaines de voix s'entremêlaient, certaines graves, d'autres aiguës, toutes prononçant son nom. Samuel ? Samuel, viens, ouvre. Son souffle se brisa. Il posa une main tremblante sur le bois. La surface était tiède, presque vivante. À son contact, les murmures changèrent, ils devinrent plus clairs, plus personnels. Ce n'était plus seulement une foule indistincte, c'étaient des voix reconnaissables, humaines. Il reconnut d'abord le timbre doux de sa mère, disparue depuis des années. Samuel, mon fils, je suis là. Puis une autre voix, grave, familière, celle d'un ami d'enfance mort dans un accident. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Tu nous portes encore. Samuel sentit ses genoux fléchir. Son esprit vacillait entre terreur et désir. Était-ce une illusion? Une hallucination provoquée par la fatigue? Ou bien ce bois était-il réellement une porte vers quelque chose de plus grand, de plus terrible? Il approcha son oreille, et soudain, les voix se turent toutes. Le silence, brutal, fit plus peur que les murmures. Puis, au milieu de ce vide, une seule voix s'éleva, nette, autoritaire. Ouvre. Samuel recula, mais ses doigts restaient collés au bois comme s'il s'y enfonçait. Son souffle devint haletant. Il voulut appeler à l'aide, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Les symboles gravés s'illuminèrent d'une lueur rougeâtre, pulsant au rythme de son cœur. Alors, une certitude le traversa, la villa d'Ikoyi n'était pas seulement bâtie de marbre et d'or. Elle était un réceptacle. Les murs, les couloirs, la porte elle-même étaient imprégnés d'âmes, de souvenirs, de pactes anciens. Et désormais, ses voix réclamaient quelque chose de lui. Il arracha sa main du bois dans un cri étouffé et recula à toute vitesse. Ses pas résonnèrent dans le couloir tandis qu'il fuyait, la gorge nouée, le cœur sur le point d'exploser. Mais même lorsqu'il retrouva sa chambre, même lorsqu'il se jeta sur son lit, les murmures ne cessèrent pas. Cette fois, il s'était logé en lui. La porte n'avait pas besoin d'être ouverte pour l'atteindre. Elle l'avait déjà choisi. Le pacte des anciens. L'aube blanchissait à peine les moulures du plafond lorsque Samuel se redressa, vaincu par l'insomnie. Les murmures s'étaient fait plus discrets, comme s'ils retenaient leur souffle en attendant son prochain pas. Il s'habilla sans bruit et traversa les couloirs encore tièdes des ombres de la nuit jusqu'à la bibliothèque privée, une pièce que l'on n'ouvrait qu'aux grandes occasions, sous clé. Ce matin-là, la porte n'était pas verrouillée. Un hasard? Ou un consentement silencieux de la maison elle-même? La bibliothèque sentait le cuir et la poussière ancienne. Des étagères foncées jusqu'au plafond ployaient sous des volumes reliés à la main, pendant d'un monde où l'on scellait les vérités dans le papier plutôt que dans les écrans. Samuel prit une lampe et parcourut la salle d'un regard inquiet. Les titres affichaient des noms de juristes, d'économistes, de diplomates. Mais derrière un rideau de velours, un meuble plus bas, plus ancien, attirait comme un aimant. Le meuble craqua lorsqu'il en poussa le panneau. Un double fond y dissimulait un livre isolé, reliure en cuir craquelé, sans titre. Au centre, un signe familier, le cercle aux lignes entremêlées, le même que sur la porte de l'aile ouest.
Samuel sentit ses doigts se glacer. Il posa l'ouvrage sur la table et l'ouvrit prudemment. Une odeur d'encens rance s'en échappa, mêlée à un parfum de terre humide, comme un souffle ramassé au fond d'une grotte. Les premières pages n'étaient que des avertissements rédigés en yoruba ancien et en anglais approximatif, ne pas rompre la chaîne. Ne pas laisser la maison mourir. Honorer la dette qui nourrit la pierre. Plus loin, l'écriture changeait. Un nom revenait, Adewale Karim, aïeul d'Alhaji Karim. D'après le manuscrit, c'est lui qui, à l'époque des concessions et des fortunes naissantes, avait rencontré les gardiens de la lagune, hommes de culte et notables tissés au même fil, pour sceller un serment, prospérité contre offrande. Samuel déglutit. Les pages suivantes étaient des comptes rendus de veillées au bord de l'eau, sous des figuiers géants. On y décrivait des nuits où l'on déposait sur des nattes des ignames, du sel, des coris, du tissu indigo, puis des choses plus lourdes, l'abandon d'un héritier à l'exil, la ruine programmée d'un rival, le silence imposé à une conscience récalcitrante. Le texte ne parlait presque jamais de sang, mais tout y suintait le sacrifice. Pour que la maison s'élève, il fallait que d'autres tombent. Un passage, entouré d'un trait noir, lui coupa le souffle, toute porte a besoin d'âme pour tenir debout. On ne les tue pas, on les garde. La pierre les retient comme le filet retient les poissons. Elles murmurent, veillent, préviennent. Et si la maison est menacée, elle réclame. Le souvenir des voix à la porte le heurta en pleine poitrine. C'était elle, gardienne, témoin, peut-être victime agrippée au bois comme des parfums tenaces. Plus loin, l'écriture devenait nerveuse, presque fébrile. On y lisait les noms de ceux qui avaient prêté serment après Adewale, un oncle, un fils indigne repenti, puis un jeune héritier décrit comme taciturne, Musa Karim, grand-père d'Alhaji. À chaque succession, le pacte était, réveillé, par une cérémonie discrète, l'offrande d'un vœu irrévocable. Promettre de ne jamais parler. Promettre de marier la lignée à une autre par intérêt. Promettre d'écarter un frère. Promettre de renoncer à l'amour. Chacune de ces promesses laissait, disait le texte, une empreinte dans le bois, d'où naissaient les murmures. Samuel tourna encore des pages et tomba sur un feuillet plus récent, d'une main ferme qu'il reconnut sans trop savoir pourquoi. Les lettres trahissaient une éducation moderne, froide, presque juridique. Alhaji Karim lui-même. Le cœur de Samuel se serra. La note était brève, la maison vacille. On ne peut plus offrir des vies comme autrefois, le monde regarde. Mais on peut offrir des choix. Que la porte prenne ce que la raison refuse, nos élans, nos vérités, nos noms muets. Ainsi, l'Empire tiendra. Samuel referma les yeux. Tout devenait limpide, terriblement. Le luxe de la villa n'était pas seulement bâti sur l'argent, il reposait sur des renoncements consommés dans le secret. Les voix n'étaient pas des spectres hasardeux, c'étaient des décisions sacrifiées, des amours étouffés, des destins dérivés pour cimenter la fortune. On ne les tue pas, on les garde. La phrase s'enfonça en lui comme une lame. Il posa la paume sur la reliure. Une chaleur sourde remonta le long de son bras. Quand il rouvrit les yeux, il lui sembla que la bibliothèque avait changé d'inclinaison, comme si la pièce s'était penchée pour mieux l'écouter lire. Les murmures revinrent, doux, presque tendres. Samuel ? Cette fois, il ne réclamait pas. Il proposait. Ils offraient une place dans la chaîne. Au fond du meuble, une enveloppe dormait, cachée de cire brisée. À l'intérieur, une clé ancienne, lourde, en fer. Accrochée au ruban, une étiquette, L-Ouest. La clé de la porte. Le choix matérialisé, froid dans sa main. Samuel la serra, prêt à la laisser tomber, mais ses doigts refusèrent d'obéir. Il comprit alors l'avertissement du manuscrit, celui qui lit n'est plus un passant. Lire, c'était entrer. Toucher la clé, c'était répondre. La villa venait de l'adopter comme on adopte un gardien ou un débiteur. Il rangea le livre, remit le panneau, reposa le rideau. Rien ne paraissait déplacé. Pourtant, tout avait bougé. Lorsqu'il ressortit dans le couloir, la lumière du matin paraissait plus tranchante, comme si la maison avait aiguisé ses angles. Dans sa poche, la clé pesait le poids d'un serment. Samuel marcha longtemps, sans savoir vers qui aller. Prévenir Aminata ? Chercher le regard de Zara, sa vérité de papier et de graphite ? Affronter Alhaji Karim, brandir la preuve. Chaque option avait la texture d'un piège. Devant la baie vitrée,
il s'arrêta, prit une inspiration et glissa la clé plus profondément dans sa poche, comme on renfonce un secret sous la peau. Derrière lui, la maison vibra d'un imperceptible contentement. Devant lui, la lagune scintillait comme une lame claire. Le pacte avait un nouveau témoin. Et la porte, désormais, ne l'appellerait plus seulement par son nom, elle lui demanderait de choisir à qui revient la prochaine offrande. Les fissures du jour. Au petit matin, la villa d'Ikoyi se remit en marche comme une horloge trop bien huilée. Les rideaux s'ouvrirent d'un geste précis, les pas des domestiques dessinèrent des diagonales silencieuses, l'odeur du café s'éleva des offices jusqu'aux galeries de marbre. Pourtant, au cœur des mécanismes, quelque chose grippait. Ce n'était pas un bruit, ni un oubli. Plutôt une vibration subtile, comme un accord mal tendu au fond d'un piano. La maison respirait de travers. Aminata le sentit la première. Depuis sa chambre aux tentures sombres, elle observait la lagune en cherchant, chaque matin, une preuve que la vie continuait malgré tout. Ce jour-là, la lumière paraissait plus dure, tranchée au couteau. 2 colombes se posèrent sur la balustrade, hésitèrent, repartirent. Une sensation lui noua la gorge, pas une peur franche, plutôt la certitude d'un déplacement secret. Comme si un meuble très lourd avait été poussé de quelques centimètres dans sa tête pendant la nuit. Elle porta la main à son collier, rituel machinal pour retenir le vertige. Dans le couloir, elle croisa Samuel. Le jeune homme salua, baissa trop vite les yeux. Aminata, d'ordinaire indulgente, perçut dans son geste une densité nouvelle. Il ne marchait pas, il portait quelque chose. Pas un plateau, pas un message, un poids invisible. Elle allait l'interpeller, puis se ravisa. Les mots se brisaient souvent dans cette maison avant d'atteindre leur cible. Elle emporta son trouble avec elle dans l'oratoire, alluma une bougie, et confia à la flamme ce qu'elle n'osait pas nommer. La circula en 2 filets identiques, parfaits, puis, sans raison, l'un s'immobilisa. Le déséquilibre lui mordit le cœur. Zara, elle, s'était réveillée avec une impulsion étrange, rangée. La jeune femme ouvrit ses tiroirs, empila ses croquis, aligna ses crayons par taille décroissante, puis eut le réflexe d'attraper son carnet secret. Il y manquait une page. Arrachée nette, en bordure, où elle notait d'ordinaire ses idées de fuite, ses plans de trajectoire hors des murs. Elle fouilla frénétiquement, retourna le matelas, vérifia sous le tapis. Rien. La déchirure ressemblait à une cicatrice fraîche. Zara sentit la colère gonfler, une colère propre et froide, celle qui vous fait respirer avec une précision douloureuse. Elle pensa à Samuel et discret, fiable, puis à sa mère, aux domestiques, à Karim. À la maison, surtout. La villa, parfois, prenait. Elle prenait des heures, des élans, des promesses. Peut-être prenait-elle maintenant des pages. Dans son bureau, Alhaji Karim signait des documents l'un après l'autre, geste devenu réflexe. Son stylo glissait sur les contrats, mais son esprit n'y entrait pas. Quelque chose grondait sous la surface du jour. La veille, il s'était éveillé au milieu de la nuit avec l'impression d'entendre des pas dans l'aile ouest, ces pas qu'il connaissait par cœur et qu'il avait choisi d'oublier. Il avait résisté à l'envie d'y retourner. À présent, sa main hésita au-dessus d'un parapheur, s'immobilisa. Il posa le stylo, se leva, traversa la bibliothèque. L'air y avait changé, plus lourd, plus chaud, comme après un feu invisible. Les dos reliés semblaient l'observer. Il s'arrêta devant le panneau à double fond. Rien ne dépassait, pourtant l'odeur de cuir et d'encens flottait encore, plus vive qu'hier. Karim serra les mâchoires. Le pacte n'était pas rompu, il bougeait. Le jour avança avec cette crispation ténue qui fend le vernis des habitudes. En cuisine, 2 domestiques se chamaillèrent pour une cuillère, absurdité sans cause. Dans la galerie, un miroir antique présenta un reflet légèrement en retard, l'espace d'un battement de paupières, assez pour qu'Aminata détourne le regard. À midi, un verre éclata sur le marbre sans être tombé. Chacun se figea, puis reprit sa tâche comme si de rien n'était, rare que la villa cultivée depuis des années. Zara descendit à la bibliothèque, attirée par un fil qu'elle ne savait pas nommer. Elle caressa les reliures, chassa la poussière d'une tranche du bout de l'ongle. Sa main s'arrêta sur un espace vide, une absence minuscule entre 2 volumes comme une dent manquante. Elle s'accroupit, passa l'index sur le bois. Rien. Mais son cœur battait à ses tempes. Quelque chose a été lu, pensa-t-elle, plus qu'emportée. Lu, absorbé, digéré par la maison ou par quelqu'un.
Elle se releva, les yeux brillants d'une intuition qui faisait mal, et ramena contre sa poitrine son carnet mutilé. Samuel, toute la journée, sentit la clé peser dans sa poche comme un noyau brûlant. À chaque marche gravie, elle frappait contre sa cuisse, à chaque station elle rappelait sa présence. 2 fois il crut l'avoir perdue, 2 fois sa main la retrouva, fidèle, lourde, docile. Les voix, étouffées, remontaient par vagues courtes, comme une marée qui teste la plage. Samuel, veille. L'après-midi, en déposant un plateau dans le salon, il surprit Aminata qui l'observait, le front plissé. Il inclina la tête, s'excusa sans mots, s'effaça. Sur la table, une fleur du bouquet venait de se faner, une seule, lisse comme un doigt replié. En fin de journée, Karim convoqua le chef de la sécurité. Question sèche, réponse impeccable. Aucune intrusion, aucun mouvement suspect, toutes les caméras opérationnelles. Alors pourquoi cette note fausse dans l'air? Le milliardaire congédia l'homme, resta seul. Il posa la paume sur le dossier d'un fauteuil. Une vibration très légère lui remonta le bras, exactement comme autrefois, quand son grand-père l'avait conduit sous la porte pour lui dire que la maison, écoute ce que tu refuses d'entendre. Il retira la main, brusquement. Le pacte n'avait pas faibli, il cherchait un nouvel appui. Le soleil glissa derrière la lagune. La villa bascula dans cette heure grise où les silhouettes s'allongent et où les vérités perdent un peu de leur contour. Aminata gravit l'escalier central, s'arrêta au palier, prête à faire demi-tour sans savoir pourquoi. Zara, sur la galerie opposée, tenait son carnet contre elle comme un bouclier. En contrebas, Samuel traversait la marée de marbre, la main dans la poche, crispé sur la clé. Pendant un fragment de seconde, leurs regards se croisèrent sans se toucher, 3 lignes parallèles, prêtes à se rencontrer au prochain tournant. Alors, la maison fit un bruit infime, une dilatation de bois, un soupir de pierre et tout le monde crut l'avoir rêvé. Pourtant, c'était bien là, la fissure du jour. Minuscule, mais nette. Et par cette fente, quelque chose venait d'entrer, ou de vouloir sortir. Au fond de l'aile ouest, derrière la porte au symbole, une lueur pulsa une seule fois, comme un cœur qui prend sa mesure. La nuit, déjà, s'annonçait plus longue que d'habitude. Et le choix, lui, se rapprochait à pas régler point et la clé et la dette. La nuit avait repris ses droits sur Ikoyi. La villa, aux façades de marbre, brillait sous la lune comme une cathédrale muette. Pourtant, à l'intérieur, rien n'était vraiment silencieux. Les murs retenaient une tension sourde, comme si chaque brique, chaque poutre contenait une respiration étouffée. La clé et la dette. La nuit avait repris ses droits sur Ikoyi. La villa, aux façades de marbre, brillait sous la lune comme une cathédrale muette. Pourtant, à l'intérieur, rien n'était vraiment silencieux. Les murs retenaient une tension sourde, comme si chaque brique, chaque poutre contenait une respiration étouffée. Samuel, couché sur sa couchette, n'arrivait pas à fermer l'œil. La clé, rangée dans sa poche intérieure, semblait vibrer par moments, comme un cœur étranger calé contre le sien. Chaque pulsation faisait remonter un écho dans ses oreilles, des mots à demi murmurés, pas des phrases claires, mais des sons anciens, une langue qu'il ne connaissait pas et qui pourtant lui paraissait familière. Il comprit soudain que la maison réclamait quelque chose. Non pas une ouverture brute, mais un témoin. Quelqu'un qui accepte de voir, qui porte le poids. Pendant ce temps, Aminata errait dans ses appartements. Elle avait l'habitude de se taire, de réprimer, mais cette nuit-là, une colère tranquille l'empêchait de dormir. Elle pensa à son mari, toujours enfermé dans ses silences. Elle pensa à Zara, à qui elle ne parvenait pas à tendre la main. Elle pensa enfin à la maison, cette cage de luxe qui, depuis des années, grignotait ses forces. Dans le miroir, son propre reflet lui parut étranger, les yeux cernés, les lèvres pincées. Alors elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé, elle parla à voix haute, posant une question qui n'était destinée à personne, ou peut-être à la villa elle-même. « Pourquoi nous gardes-tu prisonniers » Le silence qui suivit eut la densité d'une réponse. Les flammes des bougies tremblèrent, une vitre craqua dans son cadre, et Aminata sentit une bouffée glacée lui traverser le dos. Elle comprit qu'elle venait de franchir une limite invisible, dans cette maison, on pouvait prier, supplier, se plaindre en silence. Mais poser une question était une provocation. Et désormais, la maison savait qu'elle doutait. De son côté, Zara ne dormait pas non plus. Elle tenait son carnet mutilé serré contre sa poitrine. L'absence de la page manquante l'obsédait. Plus elle y pensait,
plus elle avait la conviction qu'on ne la lui avait pas volée pour la détruire, mais pour la conserver, ailleurs. Comme si ses desseins, ses pensées de fuite, avaient été happés par une force jalouse. Alors, dans un geste de rébellion farouche, elle sortit un nouveau feuillet et, au lieu d'y tracer ses esquisses habituelles, elle écrivit « Je ne me tairai plus ». Les lettres étaient lourdes, rageuses, presque gravées dans le papier. Pour la première fois, elle osa transformer son silence en défi. À ce moment précis, 3 choses se produisirent dans la villa. Samuel sentit la clé vibrer si fort qu'il dut la serrer dans son poing pour l'empêcher de tomber. Aminata vit son miroir se fendre d'une ligne oblique, fine mais nette, qui barrait son reflet en deux. Et Zara entendit, juste derrière sa porte, un léger frottement, comme si quelqu'un avait glissé un feuillet sous le battant. Elle se précipita. Sur le sol, un papier plié l'attendait. Tremblante, elle l'ouvrit. C'était sa page disparue, celle où elle avait dessiné le plan de sa fuite. Mais une phrase y avait été ajoutée, dans une écriture qu'elle ne connaissait pas, « La porte t'attend ». La jeune femme recula, le cœur battant, mais au lieu de céder à la peur, elle sentit une résolution nouvelle la traverser. La maison voulait lui dicter sa voix, l'emprisonner dans ses ombres. Eh bien, elle choisirait de désobéir. Elle ne savait pas encore comment, mais elle savait une chose, elle n'obéirait pas au silence. Au même instant, dans le bureau du maître des lieux, Karim se leva brusquement. Lui aussi avait senti ce basculement. Une dette venait de se déplacer, comme une pièce de jeu qu'on pousse sur l'échiquier sans bruit. Il ne savait pas encore qu'il avait déclenché Samuel, Aminata, Zara. Mais il comprit que l'équilibre fragile de la maison venait de se fissurer. Et la villa d'Ikoyi vibra alors d'un soupir long, profond, presque humain. Dans les couloirs, les lustres tremblèrent, les portes gémirent. Ce n'était pas une menace. C'était un rappel. La dette devait être honorée. Et cette fois, il lui fallait un témoin. Le choix imposé. Le jour se leva sur Ikoyi avec une lumière trop blanche, presque crue. Les vitres de la villa renvoyaient cette clarté comme des lames, et l'intérieur paraissait plus froid que d'ordinaire. La maison avait cessé de murmurer, elle observait. Et chacun, sans se l'avouer, sentait son regard peser. Samuel fut convoqué le premier. Un garde discret l'emmena au bureau d'Alhaji Karim, vaste salle aux rideaux tirés, où l'odeur du cuir se mêlait à celle du tabac froid. Karim était assis derrière son bureau, les mains croisées, le visage impénétrable. Ses yeux noirs s'ancrèrent dans ceux du domestique. « Tu as changé, Samuel, dit-il d'une voix basse. La maison te marque. Samuel baissa la tête, incapable de répondre. La clé, dissimulée dans sa poche, semblait brûler sa cuisse. Karim continua, plus tranchant. Il y a des pièces où tu ne dois jamais entrer. Des portes qu'il faut savoir respecter. Si tu franchis encore une limite, la maison ne pardonnera pas. Pas même à moi. Les mots vibraient d'une menace sourde, mais ce fut le dernier qui glaça Samuel, pas même à moi. Cela signifiait que Karim lui-même n'était pas maître du pacte, seulement gardien provisoire. Samuel sortit du bureau avec le souffle court. Derrière lui, Karim resta immobile, la main crispée sur son chapelet. Il savait que la villa avait choisi un nouveau témoin, et que ce choix lui échappait. Pendant ce temps, Aminata traversait le couloir menant à l'oratoire. Ses pas résonnaient doucement sur le marbre, mais un chuchotement l'arrêta net. Elle crut d'abord qu'il s'agissait de 2 domestiques parlant à voix basse. Elle s'approcha. Mais au lieu de distinguer des silhouettes, elle entendit des voix désincarnées, claires comme si elles sortaient du mur. La dette se déplace. L'héritière doit savoir. Le silence est brisé. Le prix sera payé. Aminata plaqua une main contre la paroi glacée. Les voix se turent aussitôt, mais laissaient derrière elle un écho insoutenable, l'héritière doit savoir. Son cœur s'emballa. L'héritière, c'était Zara. Alors la maison appelait désormais sa fille. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus se taire. Mais comment protéger Zara d'une dette qu'elle-même n'avait jamais su conjurer? Zara, justement, errait sans but apparent. Mais ses pas, comme guidés par une force souterraine, la menèrent vers l'aile ouest. Chaque fois qu'elle songeait à s'échapper de la villa, la porte lui apparaissait dans son esprit, comme une réponse ironique, « Tu veux sortir? Commence par entrer ici. » Son carnet serré contre elle, elle s'approcha du bois sculpté. Les symboles semblaient palpiter, rouges comme un cœur vivant. Elle tendit la main.
À son contact, une chaleur étrange l'envahit, presque douce, comme si la porte la reconnaissait déjà. Dans sa tête, une phrase résonna, claire comme si elle avait été prononcée à voix haute. « Tu es prête ?» Zara sursauta, recula d'un pas, mais ses jambes refusaient de s'éloigner. Elle savait que si elle restait une seconde de plus, la porte s'ouvrirait d'elle-même. Elle tourna brusquement les talons et s'enfuit dans le couloir, le souffle court, mais au fond d'elle une certitude grandissait, elle ne pourrait pas résister éternellement à cet appel. À la tombée de la nuit, chacun portait en lui une tension nouvelle. Samuel savait que Karim avait deviné. Aminata comprenait que la maison convoitait sa fille. Et Zara, malgré sa peur, sentait une étrange fascination grandir en elle. La villa, elle, vibrait doucement, comme un fauve repliant ses griffes avant l'assaut. Le choix n'était plus une possibilité. C'était une exigence. La maison allait imposer sa dette, et nul ne pourrait s'y soustraire. Point le dîner interrompu. La salle à manger de la villa d'Ikoyi resplendissait comme aux grandes occasions. Le marbre poli réfléchissait la lumière des lustres, les nappes immaculées étincelaient sous les chandeliers, et une rangée de couverts d'argent avait été disposée avec une précision militaire. Ce soir-là, sur ordre de Karim, toute la maison était conviée, la famille, mais aussi quelques domestiques triés sur le volet. Un repas officiel, prétexte à une mise en scène d'harmonie. Samuel avait été placé en bout de table, privilège qu'il ne comprenait pas et qui l'inquiétait. Aminata, vêtue d'un pagne indigo rehaussé de fils dorés, avait pris place face à son mari, le visage impassible. Zara, elle, feuilletait distraitement son carnet posé à côté de son assiette, comme pour se protéger derrière ses pages. Karim ouvrit le dîner par une prière courte, mécanique, avant de lever son verre. « La maison prospère, dit-il. Et tant que nous restons unis, rien ne peut l'ébranler. » Un silence lourd suivit ces paroles. Les domestiques échangèrent des regards furtifs, Samuel serra les dents. Les plats se succédèrent, poissons braisés, ignames dorés, sauces parfumées. Mais sous l'apparence d'abondance, personne ne mangeait vraiment. Chacun scrutait le moindre geste de l'autre, comme si derrière chaque bouchée pouvait surgir un aveu. Puis, sans prévenir, la première fissure se produisit. Une coupe de cristal, posée près de Zara, éclata soudain en 1000 morceaux. Personne n'y avait touché. Le liquide rouge se répandit sur la nappe, traçant un filet sombre qui évoquait du sang. Zara recula brusquement sa chaise, le souffle court. Karim fronça les sourcils, Aminata posa une main tremblante sur son collier. « Ce n'est rien, dit Karim d'une voix ferme. Un défaut du verre. » Mais les chandeliers, à cet instant, vacillèrent tous en même temps. La flamme des bougies se courba comme sous un vent inexistant. Un courant glacé traversa la salle. Les domestiques se signèrent discrètement, les regards fixés au sol. Samuel sentit la clé vibrer si fort qu'il dut plaquer sa main contre sa poche. Alors, les murs eux-mêmes semblèrent se resserrer. Le bois craqua, le marbre gémit. Un grondement surmonta du sol, faible d'abord, puis plus net, comme un battement de cœur colossal. Les assiettes se mirent à trembler, les verres tintèrent à l'unisson. Aminata se leva d'un bond, incapable de se contenir davantage. « Tu entends » cria-t-elle à son mari. « Tu continues de nier, mais la maison parle. » Un silence abysmal suivit son cri. Tous les yeux se tournèrent vers Karim. Il resta assis, les poings serrés, les yeux noirs rivés sur sa femme. Puis, d'une voix glaciale. « Assieds-toi, Aminata. » Mais la maison n'attendit pas. Une fissure nette traversa le plafond, projetant une pluie de poussière sur la table dressée. Dans le vacarme, une phrase s'éleva, distincte, grave et multiple, comme prononcée par 100 voix à la fois. La dette doit être honorée. Les chandeliers s'éteignirent d'un souffle invisible. La salle plongea dans l'obscurité, seulement éclairée par la lune qui filtrait à travers les vitres. Les domestiques hurlèrent et se dispersèrent. Zara, tétanisée, se leva à son tour. Son carnet tomba au sol, ouvert sur la page arrachée mystérieusement revenue, où l'on pouvait lire désormais, écrit d'une main étrangère, le témoin est choisi. Samuel, debout, sentit ses jambes vaciller. La clé brûlait dans sa poche comme du fer chauffé. La maison venait de briser toute illusion de normalité. Le pacte ne se cachait plus derrière des symboles ou des murmures. Il exigeait, à visage découvert. Aminata, tremblante, posa ses mains sur les épaules de sa fille. Karim, blême,
resta figé dans sa chaise, comme un roi qui sait que son trône lui échappe. Samuel, au fond de lui, comprit qu'il ne pouvait plus reculer. Le choix imposé s'incarnait maintenant, autour de cette table souillée de verre brisé et de vin rouge, la maison allait réclamer, et quelqu'un devrait payer. L'ultimatum de la villa. La nuit qui suivit le dîner fut une nuit sans sommeil. Les domestiques, murmurant des prières, s'étaient réfugiés dans leur chambre, refusant de franchir les couloirs plongés dans l'ombre. Le vacarme s'était apaisé, mais la villa d'Ikoyi n'était pas redevenue silencieuse. Elle respirait lourdement, comme une bête tapie, prête à bondir de nouveau. Dans sa chambre, Aminata marchait de long en large. Les éclats de verre, la fissure au plafond, la voix des murs, tout tournait dans sa tête. Elle avait crié à son mari ce que tous sentaient, la maison parlait. Et Karim, obstinément, s'était réfugié dans le déni. Elle se tenait devant son miroir brisé, ses yeux rivés sur cette ligne qui barrait son reflet en deux. Chaque fois qu'elle s'approchait, elle croyait voir derrière la fissure un autre visage, le sien, mais vieilli, épuisé, comme une femme que la villa avait déjà dévorée. Elle serra son collier si fort que la chaîne marqua sa peau. Puis elle chuchota. « Si tu veux ma fille, tu devras passer sur mon corps. » Zara, dans la chambre voisine, fixait son carnet ouvert. Les mots étrangers inscrits sur la page arrachée semblaient vibrer dans la pénombre, le témoin est choisi. Était-ce elle? Était-ce Samuel? Elle sentait la villa s'accrocher à elle, comme un filet de brume qui s'épaississait à chaque pensée de fuite. Elle avait écrit « Je ne me tairai plus ». Et depuis, tout s'était accéléré. La maison punissait la révolte, mais elle la courtisait aussi. Comme si chaque geste de désobéissance nourrissait son appétit. De son côté, Samuel tournait dans sa petite chambre, incapable de s'allonger. La clé dans sa poche vibrait comme une créature vivante. À plusieurs reprises, il la sortit, la contempla à la lueur tremblante de sa lampe. Un fer ancien, rongé par le temps, mais dont les arêtes luisaient d'un éclat rougeâtre. Chaque fois qu'il approchait ses doigts, une chaleur lui remontait le bras. Il entendait les voix plus distinctes que jamais. « Samuel, l'heure vient. Ouvre. Nous t'attendons. » Il comprit alors que la villa n'était plus seulement un lieu de murmures et de signes, elle dictait un ultimatum. Elle voulait que la porte de l'aile ouest soit ouverte, et vite. La dette n'était pas une rumeur lointaine, c'était une échéance immédiate. Et s'il refusait, elle prendrait elle-même ce qu'elle voulait. Dans son bureau, Karim fixait les registres empilés. Les pages s'effeuillaient toutes seules, comme feuilletées par une main invisible. Ses lèvres tremblaient. Lui savait. Depuis son grand-père, le pacte exigeait que chaque génération choisisse. Il avait cru pouvoir retarder l'échéance, gagner du temps en sacrifiant des vérités, des élans, des amours. Mais cette fois, la maison réclamait plus. Elle voulait un être, pas seulement une promesse. Et Karim savait qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Alors il pensa à sa femme, à sa fille, à Samuel. Il pensa surtout à l'empire qu'il avait bâti sur ses fondations. Fallait-il sacrifier encore, pour sauver la façade? Ou accepter la ruine, et libérer enfin sa famille de ce joug invisible? À l'aube, la villa décida pour eux. Les portes se mirent à claquer toutes seules, une à une, comme une procession funèbre. Dans la grande salle, les lustres s'allumèrent sans intervention humaine, projetant une lumière blanche insoutenable. Les domestiques se réveillèrent en hurlant. Tous comprirent, la maison appelait. Samuel, la clé à la main, sortit dans le couloir. Aminata surgit de sa chambre, pâle, les yeux brillants de rage. Zara, carnet serré contre elle, descendit précipitamment les escaliers. Et tous trois, sans s'être donné rendez-vous, se retrouvèrent devant la même direction, l'aile ouest. La porte les attendait. Ses symboles luisaient d'un rouge profond, comme des veines sous la peau. La voix s'éleva, grave, sans détour. La dette doit être honorée. Ouvrez. Offrez. Ou la maison prendra point. Aminata se plaça devant Zara, prête à lutter. Samuel sentit ses doigts trembler sur la clé. Karim, au bout du couloir, apparut enfin. Son visage, d'ordinaire impassible, était ravagé par la peur. Il comprit que l'ultimatum était posé. Aucun mensonge, aucun silence, aucune richesse ne pouvait plus retarder l'échéance. La villa voulait un sacrifice. Et elle le voulait maintenant. La porte s'ouvre. Le couloir entier retenait son souffle.
La porte de l'aile ouest vibrait comme un organisme vivant, ses symboles rougeoyants pulsant au rythme d'un cœur invisible. Devant elle, Samuel, la clé tremblante dans sa main, sentait le poids de toutes les voix accumulées peser sur ses épaules. Aminata tenait Zara contre elle, le regard fixé sur cette barrière maudite. Karim, immobile, observait la scène avec l'air d'un homme qui savait que leur temps redouté avait enfin sonné. Samuel hésita. Ses jambes refusaient d'avancer, mais sa main, elle, bougeait seule. La clé semblait aspirer vers la serrure, comme si la porte la réclamait depuis des siècles. Alors une voix s'éleva, claire, sans détour, remplissant tout l'espace. « Tourne, témoin. » Samuel ferma les yeux. Quand il les rouvrit, Aminata le fixait avec une intensité désespérée. « Ne fais pas ça, supplia-t-elle. Tu ne sais pas ce qu'elle cache. » Mais Zara, elle, avait avancé d'un pas. Ses yeux reflétaient la flamme rouge des symboles. Sa voix, étonnamment ferme, brisa le silence. « Si la maison veut me prendre, qu'elle le fasse en face. » Karim eut un mouvement de recul. Aminata, horrifiée, voulut retenir sa fille, mais la jeune femme s'était déjà libérée de son étreinte. Samuel sentit alors la clé tourner sous sa paume, comme si une force l'avait guidé. Le déclic résonna dans toute la villa, un claquement sec qui fit vibrer les murs. La porte s'ouvrit lentement, dans un grincement qui ressemblait à un gémissement. Derrière, un souffle glacé envahit le couloir, portant avec lui une odeur de terre humide et d'encens consumé. Les flammes des lustres s'éteignirent d'un coup, ne laissant que la lueur rougeâtre des symboles pour éclairer la scène. Au-delà du seuil, l'obscurité n'était pas vide. Un escalier descendait, bordé de murs gravés de motifs anciens, des spirales et des visages figés dans la pierre, comme autant d'âmes capturées. Les marches semblaient sans fin, plongeant dans une profondeur abyssale. Pourtant, au loin, une clarté étrange pulsait, rythmée, comme une lueur de cœur battant dans les entrailles de la villa. Les murmures reprirent, mais cette fois distincts. Des noms, des prières, des fragments de vie, la voix d'une mère, d'un enfant, d'un vieillard. Tous s'entremêlaient, tissant une plainte qui se muait en exigence. La dette, qu'elle soit honorée. Samuel, pris de vertige, s'agrippa au chambranle. Aminata poussa Zara derrière elle, mais déjà la maison semblait aspirer la jeune femme. Son carnet tomba au sol, s'ouvrant sur la page où elle avait écrit « Je ne me tairai plus ». Les lettres se mirent à luire, comme si la maison s'en emparait. Karim avança enfin, sa voix grave résonnant dans le couloir. « C'est moi que tu veux. Depuis toujours, c'est moi le débiteur. Laisse-les en dehors de ça. » Mais la villa répondit d'un rire sourd, un grondement qui fit trembler le sol. Le pacte n'est pas un choix. Le pacte est une chaîne. Chacun doit donner. Un fracas retentit. Les portes derrière eux claquèrent toutes en même temps, enfermant la famille et Samuel dans l'aile ouest. Plus de fuite possible. La lumière rouge s'intensifia, les marches paraissaient les appeler un à un. Aminata se mit à pleurer silencieusement, mais Zara, étrangement calme, posa la main sur le bras de Samuel. « Si tu as ouvert, dit-elle doucement, c'est que tu es lié à nous maintenant. Alors tu descends avec nous. » Samuel hocha la tête, incapable de parler. Karim serra les poings, puis s'avança le premier, résigné, comme un roi acceptant de marcher vers son propre tombeau. Aminata suivit, soutenant sa fille, tandis que Samuel, la clé toujours dans la main, ferma la marche. L'escalier s'engloutit derrière eux, avalant leur silhouette. La porte se referma dans un bruit sourd, scellant leur descente. Et au fond, dans la lueur palpitante, quelque chose les attendait le cœur de la villa. Les marches semblaient interminables. Chaque pas résonnait comme un écho funèbre, se répercutant dans la pierre humide. L'air se faisait plus dense à mesure qu'ils descendaient, chargé d'une odeur âcre de cire consumée et de terre mouillée. Samuel, la clé toujours serrée dans sa main, sentait son bras lourd comme du plomb. Derrière lui, Aminata soutenait Zara, dont les yeux brillaient d'une lueur étrange. Karim avançait le premier, droit, presque solennel, comme s'il connaissait déjà le chemin. Enfin, l'escalier déboucha sur une salle circulaire. De hautes voûtes soutenues par des piliers de pierre s'y dressaient, et au centre, un autel massif, taillé dans un bloc de marbre noir. Mais ce qui attira aussitôt les regards, c'était la lumière rouge qui émanait de l'autel lui-même, pulsant comme un cœur battant. À chaque battement, les symboles gravés sur les murs s'illuminaient tour à tour, dessinant une danse hypnotique.
Samuel avança prudemment. Lorsqu'il toucha la pierre, un flot d'images envahit son esprit. Des visages, des cris, des fragments de vies arrachées, un enfant qu'on éloigne de sa mère, un vieil homme contraint de signer un document funeste, une femme agenouillée dans la poussière, priant pour que sa lignée ne soit pas effacée. Ces souvenirs n'étaient pas les siens, mais ils brûlaient en lui comme des cicatrices anciennes. C'est vivant, balbutia-t-il. Zara, fascinée, s'approcha à son tour. Son carnet glissa de ses mains et s'ouvrit sur l'autel. Les pages s'illuminèrent aussitôt, absorbant la lumière rouge comme une éponge. Les mots écrits et ses refus, ses cris, ses dessins se mirent à flotter dans l'air, projetés autour d'elle comme des fantômes de papier. La maison reconnaissait son défi et le gravait dans sa mémoire. Aminata, tremblante, s'agenouilla. Ses lèvres remuaient, mais aucun son n'en sortait. Elle priait, non pas pour elle, mais pour sa fille. Son regard se leva vers Karim, qui restait debout, le visage fermé. « Tu savais » dit-elle d'une voix brisée. « Depuis toujours, tu savais. » Karim ne nia pas. Il posa sa main sur l'autel, et les symboles s'illuminèrent plus fort. « Mon grand-père m'a conduit ici, murmura-t-il. Il m'a dit que notre empire ne reposait pas sur la pierre ou l'argent, mais sur cette salle. Chaque génération renouvelle le pacte. J'ai cru pouvoir ruser, gagner du temps. Mais la villa ne pardonne pas. Elle réclame. » La voix de la maison s'éleva alors, multiple et assourdissante, résonnant à travers chaque mur, chaque colonne. La dette doit être honorée. Donnez ce que vous portez, ou nous prendrons. Le sol trembla. Des silhouettes translucides apparurent tout autour d'eux. Des hommes et des femmes vêtus d'époques différentes, au visage tiré par la douleur. Leurs yeux, vides, fixaient la famille. Aminata reconnut l'expression de ceux qui avaient trop donné. Zara recula, mais les spectres l'entouraient déjà, formant un cercle. Samuel sentit ses genoux fléchir. Les voix lui parlaient directement. Tu as ouvert. Tu es lié. Choisis. Choisis ou subis. Karim leva les bras, comme pour contenir la tempête. Alors prenez-moi. Cria-t-il. C'est moi qui ai porté ce pacte. Épargnez-les. Mais la lumière rouge vibra plus fort, et la réponse fut implacable. Un seul ne suffit pas. La lignée doit payer. Le témoin doit donner. Samuel comprit alors l'ultimatum, il devait offrir quelque chose de lui, quelque chose qu'il ne pourrait jamais reprendre. Pas un objet, pas un geste d'une part de son âme. Zara, à ses côtés, le regarda avec intensité, comme si elle l'encourageait à accepter. Aminata, elle, secouait la tête, folle de terreur. Karim, déjà résigné, semblait prêt à disparaître dans la lumière. Le battement s'accéléra, transformant la salle en un tambour monstrueux. Les spectres se rapprochaient, leurs voix fusionnant en une seule injonction. La dette. La dette. Donnez-la point. Samuel ferma les yeux. La clé chauffait dans sa main jusqu'à brûler sa peau. Il savait qu'il devait choisir. Donner de lui. Ou laisser la maison prendre ce qu'elle voulait, et condamner ceux qu'il voulait protéger. La salle entière penchait vers lui. L'autel rouge battait comme un cœur impatient. Et derrière les spectres, une porte plus petite apparut, gravée des mêmes symboles. Elle semblait attendre, prête à s'ouvrir sur un destin irréversible. La villa avait conduit chacun d'eux au centre de sa vérité. Et elle ne relâcherait son emprise qu'en échange d'un sacrifice irrévocable. Le sacrifice. Le battement sourd de l'autel emplissait la salle circulaire comme un tambour de guerre. Chaque pulsation faisait vibrer les murs et projetait sur les visages une lueur rouge sang. Les spectres, serrés tout autour, formaient un cercle implacable. Leurs yeux vides fixaient la famille et Samuel, attendant le prix. La voix de la villa résonna, grave et sans appel. Le pacte vit du sacrifice. Donnez ce que vous portez de plus cher, ou nous prendrons. Karim s'avança, les bras tendus, le visage marqué par une résignation glaciale. C'est moi qui ai porté ce poids. Prenez ma vie, et libérez-les. À peine avait-il parlé que la lumière le repoussa violemment. Son corps fut projeté au sol, son cri résonna dans l'écho de la salle. Les spectres s'avancèrent, secouant la tête. La réponse fut claire, implacable. Un seul ne suffit pas. Aminata se mit à genoux, les larmes brouillant ses yeux. Elle défit son collier d'or,
héritage transmis de mère en fille depuis des générations, et le posa sur l'autel. Voilà mon bien le plus précieux. Prenez-le, mais épargnez ma fille. Le marbre vibra, la pierre s'illumina un instant, puis s'assombrit à nouveau. Le collier disparut, avalé par la lumière, mais les spectres restèrent. La voix s'éleva encore, plus insistante. Ce n'est pas assez. Le sang doit parler. Zara, blême, s'avança à son tour. Ses mains tremblaient, mais son regard brillait d'une intensité farouche. Elle posa son carnet sur l'autel. C'est ma vérité. Ma révolte. Ma liberté. Si vous me prenez ça, vous me prenez tout. Les pages s'illuminèrent, flottant dans l'air avant de se consumer en cendres rougeoyantes. Le cercle des spectres frémit, mais leur plainte continua. Le cœur de la villa battait plus vite, plus fort. Pas assez. Le témoin doit donner. Tous se tournèrent vers Samuel. La clé, toujours serrée dans sa main, brûlait comme une braise ardente. Il comprit alors ce que la maison exigeait, non pas un objet, non pas un souvenir, mais une part de son être. Une offrande invisible, irrévocable. Il pensa à sa propre mère, dont la voix l'avait appelé depuis la porte. Il pensa à la vie simple qu'il avait toujours rêvé de construire loin des chaînes des puissants. Tout cela, la villa lui demandait de l'abandonner. Être témoin, c'était se lier pour toujours. Samuel s'approcha, tremblant. Il posa la clé sur l'autel, puis ferma les yeux. Si vous voulez un prix, prenez ma liberté. Prenez ma vie à moi. Mais laissez-les respirer. L'autel explosa de lumière. La salle entière vibra comme si un cœur géant s'était déchiré. Les spectres hurlèrent d'une voix unique, puis se figèrent, leurs silhouettes se dissolvant peu à peu dans l'air. Le collier d'Aminata, les cendres du carnet de Zara et la clé disparurent tous dans la lumière rouge, avalés comme une seule offrande. Le silence revint, mais un silence lourd, épais, saturé. Dans ce calme, la voix de la villa résonna une dernière fois. La dette est honorée. Mais le témoin appartient désormais à la maison. Samuel sentit son corps s'alourdir, comme si une chaîne invisible venait de s'enrouler autour de lui. Ses yeux brûlèrent, une lueur rouge passa fugitivement dans ses pupilles. Il comprit qu'il venait d'être marqué. Aminata se jeta à ses genoux, sanglotant, tandis que Zara fixait l'autel avec effroi. Karim, abattu, n'osa plus relever la tête. La villa avait eu ce qu'elle voulait, un sacrifice partagé, mais surtout un témoin lié pour toujours à son cœur. Au loin, l'autel battit une dernière fois, puis s'apaisa. Le pacte était renouvelé. La villa respirait de nouveau. L'héritage de la villa. Au matin, la villa d'Ikoyi semblait lavée de la nuit. Les fissures se taisaient, les lustres ne tremblaient plus, et la lumière filtrait docilement à travers les hautes vitres. On aurait pu croire à une paix retrouvée. Mais cette paix-là avait la froideur d'une stèle, quelque chose avait été scellé, et nul ne pouvait plus feindre de l'ignorer. Samuel sortit le premier de l'aile ouest. Sa démarche avait changé en moins rapide, plus grave, comme si chaque pas pesait une promesse. Dans ses yeux passait par instants une lueur presque imperceptible, ce rouge éteint des braises qui couvant. Les murmures ne l'assaillaient plus, il parlait désormais en lui, posé, précis, comme un cœur devenu souffle. Garde. Veille. Souviens-toi. Il comprit qu'il n'était plus seulement un domestique. La villa l'avait adopté comme mémoire vivante. Tout départ lui serait possible, mais jamais entier, une part de lui resterait ici, nouée au cœur de pierre. Aminata, elle, demeura longtemps dans la chapelle, face au miroir brisé. Des heures plus tard, elle en sortit sans collier, la nuque légère et les épaules nues, marquées d'un fin sillon rouge au souvenir de la chaîne quittée. Elle marchait droit, comme si pleurer avait élargi sa cage thoracique plutôt que de l'étrangler. La maison l'avait blessée, mais en la dépouillant, elle lui avait rendu une arme, le refus. Elle commença à parler aux domestiques. Le refus. Elle commença à parler aux domestiques, à leur adresser des mots simples, à poser des questions qu'elle n'avait jamais osé formuler. Son autorité, longtemps tenue sous verre, prit la densité d'une vérité. Zara resta 2 jours sans dessiner. Puis, au 3e, elle étala des feuilles blanches dans la bibliothèque et se remit à tracer. Non plus des plans de fuite, mais des cartographies intérieures, des escaliers qui s'ouvrent en cœur battant, des portes qui exhalent des souvenirs, des visages qu'on sauve en les nommant. Le carnet perdu avait brûlé, quelque chose d'elle avait, paradoxalement, été sauvé.
L'écriture revint, nette, nerveuse, et avec elle une décision, elle exposerait ses dessins, ici, dans la villa même. Non pour la glorifier, mais pour l'empêcher de redevenir invisible. Que la maison se voie elle-même, enfin. Karim s'enferma dans son bureau. Des appels tombèrent comme des pierres. Partenaires qui s'inquiètent, contrat qui tiédissent, dossier qu'on réclame avec une insistance nouvelle. L'Empire vacillait non parce que la fortune manquait, mais parce que la main qui la tenait tremblait. Il prit la mesure de l'effondrement le plus humiliant, celui des certitudes. Un soir, il rejoignit Aminata dans la chapelle. Il resta debout, longtemps, puis dit seulement. « Je ne sais plus protéger. » Elle répondit. « Alors apprends à libérer. » Le lendemain, Karim fit 3 gestes qui, pour lui, valaient aveu, il congédia le chef de sécurité, ordonna l'ouverture des comptes à un audit indépendant, et fixa une date pour vendre une partie des actifs. Les journaux y virent une stratégie. Eux savaient que c'était une abdication. Samuel prit l'habitude de passer à l'aile ouest au lever du jour. Il ne descendait plus. Il touchait le bois et murmurait des noms ceux qu'il avait entendus, ceux qu'il refusait d'oublier. Les voix, apaisées, répondaient parfois par une brise tiède qui sentait la cire et la pluie. Il comprit que l'héritage n'était pas seulement la chaîne, c'était la garde. On pouvait surveiller pour retenir, ou veiller pour empêcher le pire. Il choisit de veiller. Aminata transforma la grande salle à manger. La table des banquets cessa d'être un hôtel de façade, elle devint un lieu de parole. On s'y assit à hauteur égale, les domestiques y occupèrent des sièges, on y servit des plats simples. La première fois, un silence épais pesa, la seconde, une rumeur de vie s'installa, la troisième, on rit à un rire bref, étonné, presque craintif, mais vrai. La villa ne protesta pas. Les murs, même, semblèrent lâcher un souffle. Zara accrocha ses dessins dans la galerie. Devant l'un d'eux une porte ouverte sur un cœur rouge, Samuel s'immobilisa. « Tu l'as vu, dit-il. »« Je l'ai tenue, répondit-elle. Et je veux qu'elle sache que je la regarde, moi aussi. » Leur alliance naquit là, dans ce pacte à rebours, témoigné non pour servir, mais pour desserrer l'étreinte. Le temps fit son travail de lime. Des investisseurs partirent, d'autres revinrent avec des exigences propres. L'Empire perdit sa superbe et trouva une ossature plus modeste. On parla de déclin, puis d'assainissement. Karim, visiblement vieilli, circula moins en souverain qu'en hôte prudent. Son regard, pour la première fois, supporta la fatigue sans chercher à la maquiller. À la saison des pluies, un orage rompit sur la Gosse avec une violence antique. La villa vibra, l'odeur de terre mouillée remonta des jardins comme une prière. Cette nuit-là, Samuel, seul, posa la paume sur la porte. Les murmures se firent paisible, garde. Il sourit sans témoin. Il n'était pas libre comme il l'avait rêvé, mais il n'était plus esclave. Il était lié à ce fil qui empêche la maison de redevenir une gueule. Au matin, la lumière entra par la galerie et accrocha un dessin de Zara, une femme sans collier, debout, le visage traversé d'une fine cicatrice lumineuse. Aminata s'y reconnut et ne détourna pas les yeux. Elle porta la main à son cou nu et, pour la première fois depuis des années, inspira sans douleur. La villa d'Ikoyi demeura ce qu'elle avait toujours été, un palais dressé sur des promesses, une machine à secrets. Mais son cœur, désormais, avait changé de cadence. Il battait moins pour posséder que pour se souvenir. Et dans ce battement-là, fragile, tenace, se logea l'héritage vrai, une dette convertie en vigilance, une peur transformée en regard, une maison, enfin, habitée par des vivants. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime ». Et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants, et peut-être, à en changer d'autres. Personne avec les mains jointes, merci d'être là. Merci de faire partie de celles et ceux qui écoutent l'humain derrière l'invisible.